Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés d'Omerta. Je suis très ravie de vous annoncer une très bonne nouvelle, la sortie de notre nouveau hors-série Ukraine, la guerre sans fin, disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France et également sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci pour votre soutien, vous êtes là pour nous et vous pouvez compter sur nous. À vos kiosques. Bon, pour commencer, il est vrai que c'est Alexandre Devecchio, c'est un président très volubile. D'ailleurs, on lui avait souvent reproché de trop parler. Est-ce qu'il faut autant parler, d'ailleurs, pour pourquoi pas distiller une peur? Non, c'est l'anti-Pilan qui avait justement théorisé qu'un président de la République devait s'exprimer le moins possible pour solennaliser sa parole. Moi, je pense que c'est plutôt une preuve de faiblesse. Plus il s'exprime, plus c'est un souci d'exister, une peur de disparaître. Je crois qu'il exprime Emmanuel Macron. Maintenant, ça va être intéressant puisque hier, il a fait une prestation qui était tout à fait honorable. Il était dans son rôle de président de la République. Il ne faudrait pas qu'il annule sa bonne prestation. Parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Judith, c'est un président très bavard. Oui, après avoir été très silencieux et très éclipsé sur la scène nationale, même d'ailleurs sur la scène internationale. La séquence précédente qu'il avait eue avec Donald Trump n'était quand même pas à son avantage, puisque après avoir été reçu avec des marques de considération, après avoir pavoisé, on s'était rendu compte qu'il n'avait rien obtenu du tout en allant... Il avait obtenu 25% de droits de douane sur les produits. Oui, ils sont tombés 48 heures plus tard. Après avoir dit, on s'est mis d'accord avec Donald sur les taxes douanières. 48 heures plus tard, le coup près tombait. Donc sa dernière apparition, c'était quand même soldé par un échec flagrant. Et puis surtout sur la scène intérieure, il est complètement empêché. Il a tenté de nous jouer le président de cohabitation façon, rappelez-vous, Mitterrand sous la première cohabitation, recevant les cheminots en grève, qui lui apportent des fleurs pour nuire à la politique de Jacques Chirac et aux nationalisations. Mais bon, c'est un registre quand même dangereux. Donc, sur quoi voulez-vous qu'il s'exprime? Mais c'est pour reprendre la main. C'est comme quand ils recadrent Bayrou et Retailleau sur l'Algérie. C'est pour dire que j'existe. Ils ont signé pour les 800 milliards. Oui, enfin, Volodymyr Zelensky devait faire une conférence de presse ce soir, il est parti. Oui, il n'en fera pas. Il est parti. Bon, non, mais c'est pas une obligation. Il s'exprime. Mais il y a un très bon dans le Figaro. Alors je dis ça parce qu'il y a deux consoeurs. Mais il y a un très bon papier de Jean-Marie Roire qui résume ce que. Je sais que c'est une soirée du Figaro ce soir. Dans le Figaro, qui dit dans les pages débat, a brûlé tous ses vaisseaux intérieurs. Il lui reste plus qu'un seul vaisseau, c'est celui international. Donc là, il tire la pelote. Et moi, j'ai il essaie de se poser en leader. C'est lui qui va être le médiateur. Voilà, il joue ce rôle-là. Il ne lui reste plus que ça, puisque plus personne ne l'écoute. Et Régis, vous inquiétez pas, on a pris l'antenne depuis 2 minutes. Je sais bien. Il y a quelqu'un d'autre que vous qui. Mais vraiment, je pense que j'ai l'explication. Alors attendez. Temps mort. Là, on a attention là. L'AFP. En fait, l'explication, elle est toute simple. C'est Donald Trump. Pourquoi c'est Donald Trump? Donald Trump s'exprime tout le temps. Tous les jours, il y a une conférence de presse, tous les jours, et il révèle d'ailleurs des choses qu'il ne devrait pas révéler. Enfin, parfois, et cette boulimie de communication déteint sur les autres chefs d'État qui, dans cette période troublée, ont besoin d'occuper l'espace, et Emmanuel Macron encore plus, avec une volonté de leadership européen, par exemple. On entend beaucoup aussi Keir Starmer. Pendant l'épisode Gaza, on a beaucoup entendu Netanyahou aussi. Et Poutine, qu'on entend d'habitude assez peu, on l'entend assez régulièrement. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période de bouleversement et les chefs d'État ont besoin de se positionner en parlant à leurs opinions. C'est là où ils retrouvent leur... Régis, et je pense que ça peut expliquer pourquoi Macron parle. Les chefs d'État des 27 qui se sont réunis aujourd'hui à Bruxelles ne se sont pas exprimés hier soir à leur population. Il y a qu'Emmanuel Macron qui a fait une allocution. Il vise le leadership, et comme l'Europe est un peu un navire perdu dans la tempête en ce moment, il veut lui fixer un cap, il pose les conditions. Ursula von der Leyen est un peu sur la touche, on va dire, et donc c'est pour ça qu'il insiste et pour ça qu'on l'entend, à mon avis. Éric Tegner, ce que dit Régis Le Sommier est très probable. Il y a aussi, donc, c'est ce qu'on disait avec Éric Revel, la volonté de revenir au centre du jeu sur la scène politique nationale. C'est le recadrage à l'endroit de Bayrou et Retailleau sur l'Algérie. Vous êtes bien gentils, les amis, mais l'accord de 68, c'est moi. Ce qui se discute en plus, parce que c'est un accord, pas un traité. Et là, c'est pareil. Je suis le chef des armées, je suis chef de guerre, et donc je vais énormément parler pour revenir au centre du jeu, même si j'ai plus de majorité à l'Assemblée nationale. Alors c'est sûr que c'est
passionnant de comparer entre ce qui s'est passé avec l'Algérie et aujourd'hui la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que tous les partisans d'Emmanuel Macron ces derniers mois, chaque fois la réponse quand on était sur les plateaux en train de dire mais qu'est-ce qu'il fait ? Il faut réagir quand même parce que aujourd'hui s'il y a un otage, il n'est pas en Ukraine ou en Russie, il est en Algérie et la réponse à chaque fois c'était mais vous savez, c'est ça la diplomatie. Les gens vous regardez de haut, vous ne connaissez pas. Le Quai d'Orsay c'est plus compliqué que ça. Il y a des négociations en coulisses. Donc ils avaient théorisé la logique du silence. Et là, d'un coup, tout ça s'est mis complètement à bas. Emmanuel Macron, il en était même à dévoiler, vous savez ce qu'il allait dire à Donald Trump. Vous vous rappelez ? Il avait fait un live TikTok où il avait dit « Je vais dire à Donald, non Donald, c'est pas toi ». Donc c'est là où on voit... Ça ne te ressemble pas de parler comme ça, Vladimir. Mais il a réussi son coup, pardonnez-moi, puisque là, on aurait dû ouvrir avec les 2 nouveaux OQTF algériens que le gouvernement algérien a refusé. Et on fait quoi ? On parle de la prochaine intervention de Macron. Croyez-moi, j'aimerais bien que l'actualité change aussi. Alors ça, vous pouvez me croire. On parlait de l'Algérie, il y a quand même encore 2 OQTF qui viennent d'être refoulés d'Algérie, qui sont refusés par le gouvernement algérien. Mais on va quand même en parler. Parce que Macron réussit son écran de fumée de communication. Non, on parle de Macron parce qu'il nous a laissé sur notre faim. Il nous a dit, en gros, on est en guerre. Et ensuite, comment on fait pour financer? Mais là, vous avez raison. C'est Bayrou qui va... Là où vous avez raison, c'est il est très fort avec Vladimir Poutine, très faible avec M. Tebboune. Bien sûr. Très fort avec la Russie, très faible avec l'Algérie. Très faible dans les 2 cas, c'est-à-dire que rien, ça fait pas illusion. D'un point de vue du vocabulaire, il est beaucoup plus fort avec Poutine qu'avec Tebboune. Je suis d'accord avec vous, il y a une rhétorique où on fait des effets de manche, il fait des effets de manche, mais son pouvoir réel est faible, et c'est ce qui rend tout ça un peu tragique. C'est-à-dire qu'on a une espèce de théâtre du pouvoir, mais la vérité, c'est qu'on n'a pas le pouvoir. Judith l'a très bien dit. On est en guerre, mais il n'en tire aucune conséquence. Ça veut dire que, en réalité, c'est pour ça qu'il parle beaucoup, c'est parce qu'il agit peu, et la communication à outrance lui permet finalement de faire croire qu'il agit. Or, nous sommes impuissants puisque ça fait 50 ans que nous n'avons plus d'armée. Enfin, on a une armée, mais Vladimir Poutine. Est diminuée. Vladimir Poutine qui a répondu donc à Emmanuel Macron après son allocution. Depuis l'époque de Napoléon, depuis l'invasion de la Russie par Napoléon, certains sont encore impatients. Il y a encore des gens qui veulent revenir à l'époque de Napoléon, oubliant comment cela s'est terminé. Voilà, donc référence à la conquête. Oui, c'est vrai que en France, personne ne comparerait Napoléon et Emmanuel Macron. La prof l'a comparé à Hitler aussi. Et ben voilà. Et ben donc, on écoute le ministre des Affaires étrangères russe. Bien sûr, c'est une menace pour la Russie. S'ils nous considèrent comme une menace, s'ils convoquent une réunion des chefs d'état-major des pays européens et de la Grande-Bretagne, s'ils disent qu'il faut utiliser des armes nucléaires, se préparer à utiliser des armes nucléaires contre la Russie, c'est bien sûr une menace. Contrairement à ses prédécesseurs qui voulaient aussi combattre la Russie, Napoléon, Hitler, M. Macron n'agit pas très gracieusement. Car eux, ils ont dit directement « Nous devons conquérir la Russie, nous devons vaincre la Russie ». Lui veut apparemment la même chose. Mais pour une raison quelconque, il dit « Nous devons combattre la Russie pour qu'elle ne batte pas la France. Que la Russie crée des menaces pour la France et pour l'Europe. » Bon, Éric Tegner, c'est l'escalade. Macron comparé à Hitler et Napoléon par Vladimir Poutine et le ministre des Affaires étrangères russe. Chacun joue sa politique, c'est comme Medvedev. Il parle aux nationalistes russes, c'est la même chose. C'est comme Emmanuel Macron aujourd'hui. Il a un discours où, de toute façon, Vladimir Poutine, sa façon de réagir envoie. Il y a de la moquerie. Et on se retrouve dans une situation où c'est quand même compliqué, parce qu'évidemment qu'on ne va pas essayer de défendre, parce qu'on se retrouve avec un chef d'État qui est un peu ridiculisé par Vladimir Poutine. Donc forcément, en tant que Français, c'est assez dérangeant. Mais dans les faits, effectivement, il y a quand même le fait que hier, Emmanuel Macron, il a tenu un discours qui faisait extrêmement peur, alors qu'on imaginait que peut-être il viendrait rassurer les Français. Et de l'autre côté, si véritablement le danger, il était à hauteur de ce qu'il disait, la proposition, elle est très faible. Et ça se joue, et à côté, il y a une paix qui est en train de se négocier entre Zelensky et Trump. Donc en fait, le seul résultat, c'est de se moquer d'eux et en fait d'être contre-productif. Parce que justement, Macron qui voudrait envoyer des troupes en Ukraine, jamais Vladimir Poutine les acceptera parce qu'il le trouve trop va-t-en-guerre. Régis, est-ce que Emmanuel Macron est en train de nous dessiner une cible dans le dos? Est-ce qu'il est en train d'exciter les Russes? Il est en train d'exciter les Russes et aussi les Américains qui commencent à le trouver embarrassant dans leur projet
justement de négocier la paix à tout prix. Parce que ce que veut Donald Trump et son équipe, c'est faire cette paix de façon à s'occuper de la Chine ensuite. Donc ils ont cette intention ferme. On a entendu que le nucléaire iranien pouvait éventuellement faire partie des négociations. Donc on risque d'avoir une énorme négociation qui, si elle aboutit, peut changer quand même beaucoup de choses. Et par rapport à ça, on a un président français qui nous explique qu'il faut se préparer à la guerre, que la guerre est aux portes de nos pays. Et quand même, il y a quelque chose quand même qu'il faut réaliser avec l'Ukraine. Depuis 3 ans, l'OTAN fournit des armes à l'Ukraine. Les Américains, la majeure partie de ces armes. Et depuis 3 ans, cette OTAN, avec l'Ukraine, n'arrive pas à vaincre la Russie, puisque la Russie a progressé et qu'aujourd'hui, sur le champ de bataille... Comment peut-on imaginer aujourd'hui, avec l'état de nos armées respectives en Europe, qu'on risque de repousser la Russie, parce que c'était l'objectif d'Emmanuel Macron, alors qu'on n'est plus avec les Américains ne vont plus être avec nous, et on peut imaginer qu'on va gagner une guerre qu'on n'a pas réussi à gagner avec eux. C'est quand même assez illusoire. Et pour vous, il excite les Russes. Il nous met une cible dans le dos. Ah mais non, mais les Russes attendent. Quand Poutine quand Poutine parle de Napoléon, ce qui est intéressant, c'est quand Napoléon en russe, ça veut dire c'est un millefeuille, c'est un gâteau qu'on mange. C'est lié au fait que les Russes ont dévoré en gros la grande armée et avec les souvenirs. Donc si vous voulez, c'est plus l'hiver que les Russes. Hein. Mais oui, c'est l'hiver, mais enfin, c'était leur stratégie. La Bérésina, c'est une bataille gagnée. Hein. Et les Russes adorent rien moins que de rappeler que les Suédois, que les Polonais, parce qu'il y a avant Napoléon, il y a eu les Suédois, il y a eu les Polonais, ont échoué à conquérir la Russie, évidemment Hitler. Allez. Donc ça c'est... Judith et Alexandre, je vous donne la parole dans un instant, mais écoutez le porte-parole du Kremlin, qui remet une pièce dans la machine lui aussi. Le discours du président français Emmanuel Macron est vraiment extrêmement conflictuel. Il peut difficilement être perçu comme un discours d'un chef d'État qui pense à la paix. Au contraire, d'après ce qui a été dit, on peut conclure que la France pense plutôt à la guerre, à la poursuite de la guerre. Macron dit que la Russie est presque devenue un ennemi, un adversaire de la France, mais il n'y a rien dans son discours sur la façon dont l'infrastructure de l'OTAN s'est constamment rapprochée des frontières russes. Monsieur le Président n'a rien dit à ce sujet et Monsieur le Président n'a pas mentionné les inquiétudes et les craintes légitimes de la Russie à cet égard. Judith. On ne peut pas dire à la fois que Emmanuel Macron fait de la communication, que son discours, aussi alarmiste soit-il, est creux, et expliquer qu'il met une cible dans le dos de la France. Vous avez vu la tête de Poutine. Il a fait un truc qui ressemblait beaucoup à un sourire. Oui, c'est vrai. C'est pas habituel, mais... Je ne suis pas formelle. Mais... Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut être d'accord. C'était un sourire. Voilà. On peut... Donc, revoyons l'image. D'ailleurs, je le dis à Valérie Aknin, on va authentifier le sourire de Vladimir Poutine. Ça n'arrive pas souvent. Donc ça montre quand même le faible impact. N'exagérons pas. Non, Emmanuel Macron, justement parce que la France ne pèse mais pour pas, les Américains, ça complique les plans. Parce qu'il a dit, ne pèse pas, ne nous met pas une cible dans le dos pour répondre à votre question. Non, je suis tout à fait d'accord, mais ça montre surtout qu'on n'est absolument pas pris au sérieux. Voilà. Je pense qu'il y a une très grande désinvolture là chez les Russes qui font de la propagande, faut le dire. Alors regardez Poutine. Image. Voilà, attention. Est-ce qu'il va sourire Il l'a fait avant. C'est un demi-sourire. Ça, c'est un sourire. Non, mais c'est un sourire, ça. C'est un sourire russe. Oui, c'est un sourire de Vladimir Poutine. Mais en réalité, je pense qu'ils s'en fichent. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'on n'est plus pris au sérieux. Donc il y a un peu de propagande russe, mais ils se donnent même pas beaucoup de mal pour être crédibles. Et après, là où je ne comprends pas la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est quand on veut rentrer dans un rapport de force. Il faut justement avoir les moyens du rapport de force, sinon on n'est pas pris au sérieux. Comme on n'a pas les moyens du rapport de force, je pense qu'il serait plus utile, vu que les Russes vont rester nos voisins, de nous aussi essayer de se réconcilier avec eux. Et donc je pense que quand il faudra se réconcilier, parce qu'il le faudra parce qu'ils sont nos voisins, Vladimir Poutine nous traitera avec mépris. Donc je pense que sur le long terme, stratégiquement, ce que fait Emmanuel Macron est pas très bon pour les intérêts de la France. Est-ce que la question c'est est-ce que la Russie est une menace aujourd'hui pour la France ? Alors, la Russie est une menace, dans le sens où, de toute façon, il y a une guerre depuis 2 ans et demi. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a parlé de cyberattaques contre des hôpitaux français. Oui, non, mais ça y en a. La question, c'est pas est-ce que c'est une menace ? Tout le monde est d'accord. Est-ce que c'est un ennemi ? Est-ce que c'est une menace vitale pour le pays ? Existentielle. Là, non.
Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est une histoire de degrés. C'est ça qui compte, c'est ça qui est fondamental. Vous savez, ce qu'a fait Emmanuel Macron hier, ça sert les intérêts de Vladimir Poutine. Pourquoi ? Parce qu'il explique depuis le début que les accords de Minsk, ce ne sont pas eux qui ne les ont pas respectés, ce sont les Ukrainiens, et que François Hollande avec Angela Merkel, on se rappelle de l'interview qui avait été donnée, de toute façon ne voulait pas respecter les accords de Minsk. Donc ça les arrange parce qu'ils sont en train de montrer au peuple russe que de toute façon, les Occidentaux, les Européens ne veulent pas la paix parce qu'ils veulent se mettre du côté des partisans de la paix. C'est une erreur majeure en termes diplomatiques de la part d'Emmanuel Macron. Je veux vous dire, ça serait malin d'une certaine façon de vouloir envoyer des troupes européennes pour aller sécuriser justement la frontière. Pourquoi d'ailleurs ? Parce que aussi il faut peut-être éviter que les Ukrainiens fassent de la provocation parce que c'était arrivé. Mais en étant aussi va-t-en-guerre, aujourd'hui il n'a aucune chance d'y arriver. Alors sur cette menace que représente la Russie, écoutez ce qu'en disait ce matin le ministre des Armées Sébastien Lecornu qui vous dit qu'il n'y a pas un agent de la DGSE en France qui ne dit pas que la Russie est une menace. On ne peut pas passer d'une forme d'insouciance dividende de la paix à une forme de fébrilité. Oh là là, c'est la Troisième Guerre mondiale. En fait, c'est On y est un peu là. Oui, mais enfin, faut rester calme. Être français aussi, je crois, dans ce moment, c'est de rester calme et confiant. Non, je crois que sur la menace russe, de fait, on n'a jamais varié. C'est sûr qu'on a un système politique et parfois médiatique qui n'a pas envie de le voir. Bon, moi je suis ministre des Armées, vous n'avez pas un agent de la DGSE, vous n'avez pas un officier d'état-major actuellement en France qui considère que la Russie n'est pas une menace. Donc après, je ne sais pas en quelle langue il faut le dire, peut-être à certains en russe, mais la réalité, c'est que oui, un pays qui s'est habitué à sa survie politique par de l'agressivité extérieure et dont désormais l'économie repose en grande partie justement sur un effort de guerre et qui désormais engagé dans des coopérations des plus dangereuses avec Téhéran d'une part et la Corée du Nord d'autre part, sans oublier les transferts de technologie éventuels, sans oublier les programmes d'armement que même la guerre froide avait permis de réguler, typiquement l'envoi d'armes nucléaires dans l'espace, il n'y a pas grand-chose à attendre de positif de ce côté-là. C'est une menace ? Bah, écoutez, quand on écoute le ministre de la Défense qui fait le service après-vente de l'adresse aux Français d'Emmanuel Macron d'hier soir, c'est une menace évidente quand on l'écoute. Alors ce que j'adore, c'est être français, c'est rester calme. Mais pardonnez-moi, rester calme après les propos du ministre de la Défense ou après les propos d'Emmanuel Macron hier qui commencent par « je sais que les Français sont inquiets » et en fait le quart d'heure suivant, c'est pour leur expliquer que... La patrie aura besoin de vous. Oui, mais justement, on a été chercher notre casque et notre fusil avec Éric Tegner aujourd'hui. Dans une économie de guerre, on a quasiment basculé dans une économie de guerre. Une économie de guerre, c'est mettre l'outil industriel au service de la défense et mobiliser les gens. Mais la patrie a besoin de vous. Moi j'imagine au moment de la conscription... des affiches dans Paris. Mais bien sûr, la patrie a besoin de vous. C'est tout à fait un slogan pour dire engagez-vous, en fait. Donc en fait, le ministre nous dit être français, c'est rester calme. Mais enfin, ils font tout pour nous inquiéter, plus que nous inquiéter. Non, alors on continue à en parler. Si je puis me permettre. Et le timing de la pub, vous l'avez ? Ah bah le timing, oui. Ah, le timing. J'arrive souvent. Oui, enfin vous parlez aussi beaucoup avant la pub, ne vous inquiétez pas. Vous aurez la parole juste après la pub, cher Régis, et on va continuer à parler donc de cette menace que représente la Russie, en entendant le ministre des Affaires étrangères, et puis l'ancien ministre de la Défense, Hervé Morin, qui a été assez critique sur le discours du président de la République, disant « les Russes ne sont pas aux portes de Paris ». Vous ne bougez pas, je vous rappelle qu'Emmanuel Macron doit prendre une nouvelle fois la parole ce soir. Vous serez avec nous, j'espère, pour le débrief, parce que vous ne l'aurez pas ailleurs. A tout de suite. De retour dans 100% politique, 24 heures après l'allocution du président de la République, et évidemment une série de réactions, dont celles, on les a entendues, de Vladimir Poutine, de son ministre des Affaires étrangères, de son porte-parole du Kremlin. Pourquoi vous êtes mort de rire, Éric Tegner ? Non, parce que c'est vrai qu'on a vécu une séquence aujourd'hui qui est un petit peu... qui est désobligeante, quoi, pour nous. Oui. Parce qu'en fait, on a d'un côté, hier, on commente Emmanuel Macron qui est très ferme, qui fait peur aux Français, et de l'autre, en fait, ceux à qui il est censé faire peur, ils en rient, quoi. Et pourquoi vous riez, vous aussi, Éric Revel ? Pour la même raison. Enfin, c'est le président de la République, mais pour moi, c'est une humiliation absolument incroyable. Vous avez vu le ton solennel d'Emmanuel Macron hier. Bien sûr. Et Poutine qui se Oui, mais pas non plus, il a fait pire. Non, mais d'accord, mais sans entendre la traduction de ce que dit Poutine, effectivement, le rire en coin. Oui, vous voulez dire, il m'amuse, quoi. Mais va jouer avec tes petits chevaux. De toute façon, Emmanuel Macron, on a compris. Ce que pense Poutine, c'est pas ce que pense Poutine, c'est Emmanuel Macron est un nain. C'est ça que vous pensez ? Allez, la façon dont il ricane et qui lui dit, enfin, c'est même pas peur de quoi tu me parles. On comprend pourquoi même en 2022, quand il essayait de négocier avec Vladimir Poutine, ça n'a pas fonctionné. Enfin, excusez-moi, mais s'il le prend pour quelqu'un, comme vous dites, qui doit jouer avec ses petits chevaux, je trouve que voir tout l'état-major russe réagir,
ça veut quand même dire qu'ils accordent un tout petit peu d'importance. Oui, mais Gauthier, Conseil de juste, sécurité. C'est pour leur bien propre sûr, population, bien hein. sûr, bien sûr. C'est à l'adresse de leur propre Non, mais ça leur population. permet Ouais, justement ça leur permet de dire d'exciter. que- Pas trop à la fois, là, vous Non, moi, rigolez, je me quoi. suis Alors, tu. Je me suis tu. Non, mais C'est trop à de la fois, là. super propagande. Vous me parlez de la Oui, Russie, pour les mais je vais Russes, vous pour les envoyer Russes. par... Mais Pour c'est les de la Russes, à super destination de leur propagande. opinion, c'est Bien absolument sûr. incroyable. Bon. Et pour nous, si je puis rajouter juste une chose, souvenez-vous quand même, la menace russe, enfin, 1981, là, à l'époque, les Russes étaient en Allemagne de l'Est, François Mitterrand élu, les ministres communistes, on s'était dit, ça y est, les chars soviétiques vont arriver place de la J'ai une Concorde. anecdote exceptionnelle. Ma Quand même. grand-mère, mai 81, Oui. elle pense que les chars vont arriver à Bah l'Arc oui, de Triomphe. les gens y croyaient. Elle tombe dans les pommes. Elle a fait un malaise. Oui. Elle a perdu 10 kilos en mai 81. Mais Elle a vous perdu savez, 10 kilos. au moment- Elle a créé une association de femmes giscardiennes. Non, mais il y a Je eu la salue, ma grand-mère. des exercices de SNLE qui ont été faits parce que vous jure Mitterrand que c'est était vrai. contre la dissuasion, était contre l'arme atomique. Oui. Après, il a changé d'avis. Mais Oui. on pensait que vraiment. Donc on Et, a, quand il y avait à cette et puis on se époque-là- souvient des ministres communistes. Et oui, et à cette époque-là, on était en pleine guerre froide. On était dans un moment où la Russie était idéologiquement agressive. La Poutine, je le répète encore une fois, a conquis 200 kilomètres aux Ukrainiens en 2 ans dans le Donbass. Voilà les Et progrès. on dit qu'il a pris combien 20% du territoire ukrainien? Oui, à peu près, oui. Oui. Même pas. Ouais. Même pas? Non. Écoutez le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, sur la menace. La ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous, que la menace est devenue existentielle. Pourquoi ? Eh bien parce que la Russie d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 15 ans et que Vladimir Poutine aujourd'hui n'est pas le Vladimir Poutine que le président Chirac ou que le président Hollande ont connu. Depuis 3 ans et le début de cette guerre d'agression, la menace a pris une forme nouvelle. D'abord celle d'une invasion à grande échelle. Ensuite, elle s'est mondialisée avec l'arrivée sur le sol européen de soldats nord-coréens. Et puis, elle a pris des formes nouvelles, y compris des campagnes de désinformation qui ont perturbé des élections dans l'Union européenne, des campagnes cyber, des actes de sabotage avec des colis piégés en Allemagne et l'assassinat d'opposants politiques à l'étranger. Et donc cette agressivité redoublée de Vladimir Poutine ne connaît pas les frontières et se rapproche sans cesse de nous. Si nous restons aveugles à cette transformation de la menace, nous serons, oui, un jour ou l'autre, entraînés vers la guerre. Il est beaucoup plus... Moi, je trouve que c'est le plus alarmiste du gouvernement. Ça n'a rien à voir avec le discours de Sébastien Lecornu. Et même d'Emmanuel Macron. Jean-Noël Barrot nous dit depuis des jours que les Russes se rapprochent de nous. Et là, il dit la menace est existentielle. Est-ce que la menace russe est aussi existentielle, par exemple, que l'islamisme? L'islamisme tue en France. Vous ne vous attendez pas que je vous réponde, mais c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire qu'il y a une menace. Je ne peux pas vous vexer. Non, vous ne me vexez pas du tout. Mais il y a une menace relative, effectivement, de la Russie, mais qui est infiniment moindre, comme l'a dit d'ailleurs François Fillon, qui est ancien Premier ministre, qui sait de quoi il parle, que la menace islamiste qui est présente et qui a déjà des conséquences avec une forme de partition du territoire. Et donc c'est ça qui rend. On sourit depuis tout à l'heure, mais en fait c'est tragique parce que il y aurait des bonnes raisons de se battre, de redresser l'État, d'investir dans la sécurité, et on ne le fait pas, on fait des effets de manche face à Vladimir Poutine. Donc ça ne veut pas dire que Vladimir Poutine nous veut du bien, mais enfin il est très loin de Paris. Donc il y a une hiérarchie des menaces, et dans la hiérarchie de même menace, effectivement la Russie est très loin de la menace islamiste qui est présente sur le territoire. Messieurs, Judith. Merci. Qui est déjà là. Et Judith, je trouve, et vous aviez commencé à faire cette phrase avant d'être coupé par ces hommes qui ne vous respectent guère. Ah, vrai. Non, c'est pas vrai, je rigole. C'est le plus alarmiste du gouvernement, Jean-Noël Barrot. Absolument. Quand on l'entend, on a l'impression qu'on va être russe demain, quoi. Absolument. Et moi, je trouve que l'expression menace existentielle ne devrait pas être utilisée comme ça aussi gratuitement, parce qu'en fait, il y a une menace existentielle qui pèse sur l'ensemble de l'Europe, c'est de disparaître de la scène mondiale. Ce qui se joue là, ce changement des équilibres, nous menace tous collectivement, et la France au milieu de l'Europe, parce qu'elle est
faible au milieu de l'Europe de disparaître de l'échiquier international. Alors, je ne parle pas de disparaître, d'être rasé, mais de ne plus peser rien du tout entre un jeu qui est complètement redistribué entre la Chine et les États-Unis, pour faire court. Je ne vais pas le dire pour vous, mais ça m'étonne que des vieux briscards, confrères et consoeurs comme ça, se laissent prendre à la guerre de la communication. Vous avez exactement la même réplique à Moscou. Vous avez entendu Lavrov, qu'est-ce qu'il dit ? La France menace d'envahir la Russie. Chacun est dans son rôle. Notre ministre des Affaires étrangères, il est en service d'après-vente. Excusez-moi, discours, je le trouve plus alarmiste que les autres. Mais bien plus, il dit des choses. Plus mauvais, des choses. Plus mauvais, dit. Il est beaucoup plus alarmiste que Poutine. C'est une guerre de communication, chers amis. Alors, 200 km, les Russes ont repris 200 km à l'ouest. C'est ça une frontière c'est ça une ligne de front qui se rapproche de nous. Ah, franchement, on est dans le Donbass. Mais quelle est la vraie menace existentielle ? La Russie ou l'islamisme, Éric Revel ? C'est évidemment l'islamisme. Dans cette interview, l'ancien Premier ministre, il le dit, ça a pu choquer François Fillon, ça a peut-être pu choquer certains, mais il dit qu'il y a infiniment plus de morts avec l'islamisme en France ou en Europe citez-moi les victimes russes. Bon, ben voilà. Donc, alors les victimes russes, elles sont potentiellement, visiblement, dans les hôpitaux ciblés par des cyberattaques, mais on n'a pas eu de bilan de ces cyberattaques. Mais Judith a raison. L'autre, il y a la menace existentielle islamiste qui fait des morts directement, il y a la menace existentielle de ne plus rien peser et d'être demain à la fois une colonie numérique des États-Unis, une colonie économique de la Chine et une colonie de peuplement de l'Afrique. Donc c'est ça qui pend au nez de l'Europe, et on aimerait bien que nos dirigeants aient justement une vision stratégique plutôt qu'un discours court-termiste pour se faire plaisir et jouer d'une certaine manière à la guerre parce que ça les arrange, parce que Emmanuel Macron ne pèse plus rien sur le plan intérieur, qu'il doit exister encore un peu et qu'il ne lui reste plus que ça pour exister. Alors écoutez Hervé Morin, l'ancien ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy, qui va à rebours complet de ce que peut dire Jean-Noël Barrot. Pour lui, il n'y a pas de menace existentielle russe, il y a potentiellement une menace, on parle des cyberattaques, on a parlé de l'Afrique, mais une menace existentielle comme si les Russes allaient débarquer demain à l'Arc de Triomphe, eh bien, pour Hervé Morin, c'est n'importe quoi. On ne peut pas dire que la Russie nous menace à nos frontières. C'est pas vrai. Les Russes n'ont même pas été capables d'arriver à Kiev. Qui peut imaginer un seul instant que les Russes auraient l'ambition un jour d'arriver jusqu'aux frontières de notre pays? Ça n'existe pas. Et puis si ça existait, ça prouverait que notre dissuasion n'a pas marché. Et puis il faudrait d'abord avoir, grosso modo, rayé de la carte l'ensemble des pays qui sont un peu plus à l'est que nous. Que les Baltes ou les Moldaves puissent s'inquiéter. Ça, oui, nous sommes d'accord. Mais honnêtement, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que l'Europe construise sa propre architecture de sécurité, que l'Europe se réarme pour être respectée, ça oui. À la différence d'Hervé Morin, Éric Tegner, moi quand j'entends Jean-Noël Barrot, je me dis il y a une possibilité de risque de Troisième Guerre mondiale. Oui, alors c'est peut-être parce que ces 6 derniers mois, on ne l'a pas trop entendu, il n'était pas très radical sur la question de l'Algérie, donc là, il se lâche. Moi, je vais vous dire, ce qui me dérange, c'est c'est faible avec l'Algérie, mais fort avec la Russie. Bien sûr. Ce qui me dérange, c'est que ça fait quand même 2 ans et demi qu'on a lobotomisé l'opinion publique sur la question de la guerre en Ukraine. L'opinion publique, hier, je pense, ce qu'a fait Emmanuel Macron globalement, a fonctionné à plein tube. Et il sait très bien que son bloc, le bloc central aujourd'hui, est complètement uni sur ce discours jusqu'au boutiste, alors que la gauche comme la droite sont divisés. Vous regardez les réseaux sociaux, aujourd'hui c'est ça, parce qu'en fait, on est obligé aujourd'hui de parler géopolitique en 90 secondes, et au bout du compte, si vous atténuez un petit peu le propos d'Emmanuel Macron, c'est que vous êtes dans le camp de Poutine. Et c'est ça le problème. Donc ils sont complètement dans une fuite en avant. Moi, je veux vous dire, en termes de soucis existentiels, on a quand même parlé de la semaine dernière de proches d'Emmanuel Macron qui expliquaient qu'on n'arrivait pas à se mobiliser sur l'Algérie uniquement parce qu'on avait une population de 3 millions d'Algériens, de Franco-Algériens sur le territoire. Moi, je suis désolé, c'est plutôt ça qui m'inquiète. En termes de soucis intérieurs et de problématiques de souveraineté et d'indépendance. C'est-à-dire qu'on nous explique que le problème qu'on a depuis 4 mois aujourd'hui en France et depuis des années, c'est uniquement parce qu'il y a une population aujourd'hui française, finalement, qui lie les mains du président de la République. Alors, ça m'inquiète un peu plus. On est allé poser la question aux Français dans les rues de France. Qu'avez-vous pensé d'Emmanuel Macron hier et au fond de sa stratégie de la peur? Écoutez. Sur le plan international, je pense qu'il assure avec beaucoup de dignité
et d'humanité. Là, ce discours peut être au bon moment parce que ça fait suite à, il y a moins d'une semaine, cette séquence assez incroyable à la Maison-Blanche et ce discours est nécessaire. On était déjà en guerre pendant le Covid. Hein. Voilà, c'est ce qu'il voulait. Donc il veut signifier qu'on sera encore en guerre. Ça va être une nouvelle guerre froide. Je ne vois pas pourquoi on mettrait le pays en guerre. Je pense qu'on en a assez fait pour l'Ukraine. En France, il y a plus de moyens. On n'arrête pas de nous taxer pour envoyer de l'argent en Ukraine alors que les Français sont en train de dépérir. On part à la catastrophe là si on suit son discours. Macron prépare la guerre et qu'il a choisi la confrontation plutôt que la coopération. Judith, on va peut-être assister à une polarisation. Vous allez voir que je vous mets mon billet qu'Emmanuel Macron va gagner 2-3 points de popularité dans les sondages, comme à chaque fois. C'est déjà en cours, comme à chaque fois. L'effet drapeau. On appelle ça l'effet drapeau. Et d'un autre côté, vous avez entendu cette dame qui dit « j'ai pas envie de payer pour l'Ukraine ». Exactement. Et moi, j'entends beaucoup ce que dit cette dame-là, précisément pour la raison que j'avais évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a levé plus d'interrogations, il a apporté de réponses. Il a dit qu'on était en guerre, qu'on devait se préparer à être en guerre, le pays a besoin de vous. Pour beaucoup de Français qui l'ont entendu, ça veut dire il va falloir payer encore. D'où le caractère, à mon avis, assez répandu des interrogations, que je partage d'ailleurs de la passante que vous avez interrogée. On va se poser une question dans un instant, juste après une courte pause. Emmanuel Macron, on le disait en filigrane depuis le début de cette émission, il est très fort avec Vladimir Poutine dans le verbe. Et dans le verbe, il n'y a rien avec l'Algérie. Alors qu'il y a un pauvre monsieur retraité qui s'est fait poignarder en s'interposant à Mulhouse par un Algérien sous OQTF qu'on avait essayé d'expulser 14 fois. Et voilà-t-il pas qu'on apprend qu'on a essayé d'en expulser de nouveau, dont un très dangereux dans la fameuse liste des plus dangereux de Bruno Retailleau, aussitôt en Algérie, aussitôt en France, renvoyé par le régime de M. Tebboune. Emmanuel Macron, fort avec la Russie, faible avec l'Algérie, c'est juste après la pause. De retour dans 100% politique dans un instant. On va se poser cette question. Il y avait Jordan Bardella tout à l'heure chez Laurence Ferrari. Et il a dit Emmanuel Macron est fort avec Vladimir Poutine, mais faible avec M. Tebboune, le dictateur algérien, qui a en otage Boualem Sansal. Ça, c'est dans un premier temps. Et puis, vers 22h30, eh bien, Emmanuel Macron doit prendre la parole. Regardez, donc, où il doit prendre la parole à Bruxelles. On me dit que c'est imminent. Maureen Vidal, je suis désolé, on me dit que c'est imminent et donc votre rappel des titres priorité. Voilà, va partir avec vous. Mais vous reviendrez, bien sûr. Donc, vous voyez le pupitre d'Emmanuel Macron depuis Bruxelles, où il doit prendre la parole, le chef de l'État. On le disait en ouverture de l'émission, Alexandre Devecchio, c'est un président bavard. Il a pris la parole hier avec son allocution. Il va reprendre la parole, vous le voyez, dans un instant depuis Bruxelles, après ce sommet extraordinaire avec les 27 autour de Volodymyr Zelensky à Bruxelles. Pour reprendre la main, sans doute sur la scène politique nationale, et montrer aussi, espérer un leadership européen. Oui, donner l'illusion, en tout cas, de reprendre la main, d'exister. Je crois que quand on parle beaucoup, c'est qu'on a peur de disparaître. Et finalement, c'est plutôt un aveu de faiblesse. Quand on a une stratégie claire, il n'y a pas besoin de multiplier les prises de parole. Donc oui, il va tenter d'exister. On voit bien que là, il n'a plus la main sur le gouvernement en France. Et donc, le plan international lui permet d'avoir une stature. Mais je pense qu'on est dans une forme de théâtre. Régis Le Sommier va continuer avec la stratégie de la peur, à votre avis, Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il va répondre à Vladimir Poutine et à Lavrov, qui le compare à Hitler et Napoléon ? Je pense pas. Enfin, je serais lui, j'éviterais une surenchère. En revanche, je pense qu'il va continuer parce que se joue, à mon sens, le leadership européen. Madame von der Leyen n'est plus tellement en odeur de sainteté, on va dire. Et aujourd'hui, il y a un problème. Alors, la question, c'est que la position de la France, il a cru pouvoir embarquer les Anglais avec lui. On se souvient dans ce plan de paix qui avait été, c'était au début de la semaine, où il disait un plan de paix sur les mers et dans les airs. Les Anglais et les Français se mettent d'accord, et puis finalement les Anglais nous ont trahis au matin, puisqu'ils ont annoncé qu'ils ne faisaient pas partie de ce plan de paix. Le plan de paix d'ailleurs d'Emmanuel Macron avec ce cessez-le-feu dans les airs et sur les mers a été repris par contre par Volodymyr Zelensky. Oui. Donc, après la pression de Donald Trump. Il y a quand même un impact. Et Emmanuel Macron essaie d'être justement l'architecte d'une paix incluant l'Ukraine
à la table des négociations si l'Europe ne peut pas y être. Bon, Éric Revel, à votre avis, que va dire le président ce soir? J'allais dire quel costume va-t-il endosser? Celui de chef de guerre? Celui de leader européen qui va mettre en musique les 800 milliards qui ont été annoncés. Je signale quand même qu'une grande partie de ces 800 milliards, ils vont être empruntés. Et je regardais, c'est pas un petit détail, Gauthier, les taux d'intérêt français sur lesquels on emprunte pour financer notre dette, ils sont au plus haut depuis 14 ans. Ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de difficultés à se refinancer. Donc il va apparaître comme le leader européen. Voilà, il est au centre. Un discours anxiogène encore, à votre avis? Mais moi, où je suis pas tout à fait d'accord avec Régis, ok, Madame van der Leyen, elle est mise sur le côté et c'est tant mieux, parce que si vous voulez, on l'a assez entendu se laver les mains pendant le Covid et nous expliquer qu'elle était chef de guerre de l'Europe. Mais il y a quand même Giorgia Meloni qui avait pris de l'avance dans le leadership européen. Mais Giorgia Meloni fait un parcours remarquable. Alors mais elle est un peu prisonnière. Alors elle est un peu sur la corde raide. Elle est un peu sur la corde raide entre son amitié, sa proximité avec Trump et Musk. Et puis évidemment l'Europe. Mais je pense que Macron, qui n'avait pas d'autre choix que d'incarner ça, a senti le vent du boulet, parce que Giorgia Meloni a pris beaucoup de place dans ce qui se passe depuis l'affaire du bureau. Et une position assez équilibrée. Exactement. Elle qu'on avait décrite sur les médias. Post-fasciste, mussolinienne. Post-mussolinienne. Post-fasciste aussi. Voilà. Alors France Info, maintenant, il l'appelle la conservatrice. Vous voyez, les choses progressent. Oui, parce que, en plus, vous savez, vous qui êtes un amoureux de l'économie, elle a des bons résultats économiques. Oui. Elle a fait repartir la croissance italienne. Et donc, plus de déficit. Ouais. Judith, à votre avis, président comme hier soir, alarmiste, anxiogène, pourquoi pas qui répondrait en filigrane à Poutine et Lavrov? Alors, ça peut être le cas, mais ce qui me frappe surtout, c'est le risque du contretemps. Parce que pendant qu'Emmanuel Macron nous tenait ce discours très dramatique et dramatisant, que se passait-il? Zelensky envoyait une lettre rendue publique par Donald Trump, où il expliquait qu'il était prêt pour une trêve, que pour les métaux rares, c'était évidemment il allait y avoir un accord. Et là, il n'est plus. Il est parti en Arabie Saoudite pour négocier. Donc, en fait, les choses sérieuses, les choses importantes ne se jouent pas là où Emmanuel Macron va prendre la parole. Donc pour vous, c'est du vent? Dans un instant, c'est du vent? Quoi qu'ils disent, malheureusement, c'est pas là que ça se passe. Alors, donc vous avez compris, dans un instant, vous entendrez Emmanuel Macron. Judith Vintraud nous dit en filigrane que ça sera du vent. Mais ne vous inquiétez pas, on fera un débrief derrière. Différents types de vent. Et restez bien avec nous, puisque, à mon avis, le débrief qu'on fera ici, vous ne l'aurez pas ailleurs. Puisque c'est une espèce de consensus généralisé dans les médias de Libération. Je vais m'arrêter avant le Figaro. C'est Judith et Alexandre. Mais c'est vrai qu'il y a un espèce de grand consensus sur les chaînes info concurrentes, etc., autour d'Emmanuel Macron hier, Éric Tegner. Énorme consensus et énorme contradiction. Parce que les mêmes qui, il y a 6 mois, justement, refusaient d'entendre toute personne qui dirait à un moment, peut-être que la Crimée, on ne la récupérera pas. Vous étiez pro-russe, vous étiez pro-Poutine. Aujourd'hui, on l'a vu hier soir, plus personne ne parle de récupérer ni la Crimée, ni même la partie du Donbass. C'est pour ça qu'on assiste à une comédie. Qu'est-ce qui va se passer là, ce soir? Emmanuel Macron, il va montrer d'une certaine façon que son discours de hier soir a fonctionné. Donc il va montrer qu'il est en contrôle aujourd'hui. Parce qu'il va finir par se caler de toute façon sur ce que va proposer Donald Trump. Donald Trump, il doit être ravi d'une certaine façon de se dire que les Européens absolument pas le choix. Mais bien entendu, il n'a pas le choix. Mais il donne l'impression justement de contrôler. Il veut, mais le problème, c'est qu'il veut créer une paix contre Poutine. Mais derrière, il se range sur la même chose. Et c'est intéressant comme enseignement. Ça montre que les mêmes qui passent leur temps... Vous pensez qu'il veut créer une paix contre Poutine? Dans l'esprit des gens. Il veut se mettre en opposition. Mais hier, on a quand même compris, en filigrane, parce qu'il ne l'a pas dit tel quel, qu'il disait qu'il faudrait donc cette fameuse paix, que Volodymyr Zelensky n'allait pas récupérer le Donbass et la Crimée. Oui. Il ne l'a pas dit tel quel, mais on le comprend. Bien sûr, mais en faisant peur, il donnait cette impression que l'armement de demain, de toute façon, c'était contre Poutine. Je veux dire, Trump, il a commis une seule erreur. Il a commis l'erreur tout simplement d'avoir l'impression de se coucher. Parce que je vais vous dire, Biden-Harris, ils auraient fait la même chose. Sauf qu'ils n'avaient pas la même possibilité de le faire, mais ils auraient fait la même chose, mais avec le discours hypocrite. C'est tout. Et donc c'est intéressant parce que les mêmes qui passent leur temps depuis 2 ans et demi à nous faire des leçons de géopolitique, à dire oui, mais nous, on n'est pas dans le camp des Munichois, etc. De toute façon, à la fin, ils se rangent à la réelle politique. Ces gens qui prétendent justement donner des leçons sur la géopolitique, ce sont les premiers idéologues. Et on va le voir à nouveau, vous verrez, ils vont finir sur les positions de Trump tout en le critiquant. Régis Le Sommier, moi, il y a quand même quelque chose qui me frappe, c'est que
comme l'accord sur les otages libérés des mains du Hamas, cet accord qui est accéléré par la victoire de Trump juste avant son arrivée à la Maison-Blanche, et il impose à Netanyahou d'accepter cet accord que Netanyahou n'acceptait pas depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs semaines. La paix, on en parle en Europe depuis Trump. Depuis qu'il met la pression maximale pour cesser le feu. Personne ne parlait de paix avant Trump. Mais comme disait Eric, la paix, c'était pro-russe. C'est parler de paix, parler de négociation. Le général Milley, qui était le chef d'état-major de l'armée américaine en novembre 2022, qui voyait la situation sur le terrain, a commencé à évoquer des questions de négociation. Immédiatement, il s'est fait retoquer par Anthony Blinken, qui lui a proposé un nouveau paquet de sanctions, une nouvelle aide à l'Ukraine. Donc la diplomatie était plus pour la guerre, et les militaires qui voyaient que ça menait à rien, eh bien, eux disaient, faut peut-être négocier, faut peut-être faire la paix. Donc ça, c'est le paradoxe de l'Ukraine. Mais je crois qu'on est aujourd'hui dans une situation où, quand Emmanuel Macron agite le chiffon de la menace, on peut imaginer, oui, il faut se réarmer, parce que peut-être que même si on arrête Poutine, on va dire, aujourd'hui, et qu'il y a une paix, il va recommencer demain. Et là, il faudra qu'on soit prêt. En gros, mais quand on dit, dans les mots du président, quand on dit la patrie est en danger, quand on en appelle à la force de l'âme française, qu'on fait du Charles Péguy à la fin en essayant de nous mobiliser, il faut quand même pas oublier qu'il y a les deux superpuissances, la Russie et les États-Unis, qui sont en train de négocier un traité de paix. Donc on a quand même un peu de mal à croire qu'on est au bord de la guerre quand les deux superpuissances se sont mis autour d'une table. Elles sont dans leur deuxième round de négociation. Franchement, la guerre n'est pas là. C'est le contre-temps. C'est ça. Il y a quand même eu une phrase hier d'Emmanuel Macron, Alexandre Devecchio, c'est qui peut croire que la Russie s'arrêtera à l'Ukraine ? Cette phrase, ça veut dire... Il a fait du Jean-Noël Barrot. Oui, plus subtil. Avec un peu plus de talent. Oui, il faut qu'ils maintiennent une stratégie de la tension. Effectivement, il y a un processus de paix qui est en route, et lui nous dit qu'il y a une menace. Alors, il ne faut pas être naïf non plus. Moi, je ne crois pas que les Russes seront demain à Paris, mais c'est jamais bon quand même. Non, mais les Polonais sont inquiets, par exemple. La vérité, c'est qu'ils ont quand même violé une frontière, violé la souveraineté d'un pays, et que justement, nous, on est très très faibles. À part faire des phrases, on n'a rien à leur opposer. Donc, et je pense que c'est inutile de faire des phrases dramatisantes, justement, quand on n'a rien à opposer. Après, moi, je suis un peu triste de la position de la France, parce que on devrait être au centre du jeu. C'est notre position historique traditionnelle. Le gaullisme, c'est quand même de faire exister l'Europe entre les blocs, entre les États-Unis et la Russie. Et ça aurait pu être, justement, d'être les premiers à créer les conditions de la paix. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, au début du conflit, avait une position plutôt gaullienne. Je ne sais pas. D'aller parler avec Poutine aussi. Exactement. Je ne sais pas pourquoi il a fait un virage à 180 degrés. Et donc, effectivement, comme le disait Judith, il est complètement à contre-temps, alors qu'on pourrait être justement dans cette situation. Il pourrait être vraiment le leader de l'Europe s'il avait été l'homme qui avait permis de faire la paix. En plus, dans le gaullisme, il y a l'idée de l'indépendance de l'Europe et de la France entre les blocs, mais il y a aussi l'idée qu'on a des points communs civilisationnels avec la Russie. Il y a l'idée que justement la Russie ne doit pas se rapprocher de la Chine, ce que pense Trump aujourd'hui. C'est déjà fait, la Russie et la Chine, pour les séparer, il va falloir se lever de bon matin. Toute la stratégie de Trump est de les séparer, et justement parce qu'il y a aussi des points communs entre l'Occident et la Russie. C'est pas vrai que c'est un pays totalement asiatique, la Russie. Donc la stratégie de Trump est pas du tout idiote, et elle est conforme à ce qu'est historiquement la stratégie française. Donc on aurait dû avoir un temps d'avance. On se retrouve avec un temps de retard. Bon, il y a un autre débat, Éric Revel, on en a parlé hier, c'est le réarmement. Personne autour de cette table, je pense, est opposé à ce qu'a dit Emmanuel Macron sur le réarmement. Non, tout le monde est d'accord pour... voilà. Mais Emmanuel Macron hérite de la dynastie d'hommes politiques qui ont permis une situation où on n'est pas armé. C'est ça le problème. Il hérite de son héritage. Je rappelle quand même qu'il avait, non pas limogé puisqu'il a démissionné, mais bon, après une forte pression du président, le général De Villiers qui était opposé à des coupes budgétaires. Après Emmanuel Macron et donc le départ du général De Villiers avait fait un revirement sur l'aile, commençant à augmenter de manière assez importante le budget de l'armée. Maintenant, qui va financer ce réarmement, Éric Revel ? Pas de hausse d'impôts. Et vous savez quoi, tout à l'heure,
François Bayrou, qui sera d'ailleurs demain, vous le savez, avec Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari sur CNews Europe 1 à 8h10, puisque Emmanuel Macron a habilement renvoyé la patate chaude à son gouvernement. Vous allez devoir me trouver des mannes d'économie pour financer le budget. Social. Voilà. Donc François Bayrou, il dit, bah non, en gros, vu qu'il a été recadré, lui aussi met un petit taquet au président. On ne va pas toucher à la politique sociale française. Comment on finance, Éric Revel? Je vois qu'il y a la stratégie de l'épargne, réorienter l'épargne des Français. Est-ce qu'on va faire les poches aux Français, Éric Revel? C'est pas impossible. Il y a deux manières de faire les poches aux Français. Voilà, bonne nouvelle, ça encore. Non, mais attendez, il y a plusieurs manières de financer l'effort. Il y a accroître le déficit budgétaire de la France. C'est une grande possibilité. De l'Allemagne, faire exploser les critères qui tiennent la zone euro, parce que l'euro, ça demeure une monnaie de référence, parce que précisément, il y a des critères qui encadrent les déficits budgétaires. Là, on est en train de tout faire voler en éclats. C'est ce que va faire l'Allemagne. Je vous parlais des taux d'intérêt qui sont en train de s'envoler et qui vont donc rendre le refinancement de la dette française très difficile. Donc faire les poches français, il y a deux possibilités. Là, il y a un vieux rêve européen d'Europe fédérale, c'est-à-dire trouver des produits d'épargne européens. Alors, il y aura des taux d'intérêt. On ne vous piquera pas votre argent, on ne vous obligerait pas à souscrire à ces produits. Mais en tout cas, d'essayer de pousser un peu plus le fédéralisme parce qu'il y a la guerre en Ukraine et parce qu'il faut financer le réarmement. Vous voyez, là, le timing est très bon pour ceux qui poussent cette Europe fédérale. C'est de trouver le moyen de capter sur des produits européens l'intégralité de l'épargne européenne. Et puis la deuxième possibilité, c'est de fiscaliser l'épargne des Français. C'est de leur en piquer. Vous savez que la fiscalisation de l'assurance vie, c'est un vieux serpent de mer. C'est un vieux serpent de mer. Je me souviens à l'époque... vous pensez que là, on va vous... j'ai pas dit on va ça. vous taper l'assurance vie? Je vous dis que c'est sur les tables régulièrement des ministres des Finances à Bercy depuis des années et des années. Et alors là, c'est une bombe sociale. C'est le seul produit qui est défiscalisé, que vous pouvez léguer à vos enfants, à vos petits-enfants. Pas les intérêts. Si vous sortez de l'assurance vie, les intérêts, ils sont pas défiscalisés. C'est un produit qui est défiscalisé. C'est ce qu'a proposé Jean-François Copé hier. Ce que pensent certains aussi, c'est de réorienter une partie du livret A, de l'épargne sur le livret A. Monsieur Lombard. Voilà. Il a des rendez-vous, les rendez-vous s'enchaînent à Bercy sur ce sujet. Oui, normalement, ça sert à financer le logement social. Vous pouvez le flécher différemment. Donc, il y a l'épargne des Français qui va être mise sous pression. Est-ce qu'on la fiscalise? Est-ce qu'on la réoriente vers d'autres produits d'épargne? Est-ce qu'on fait progresser l'Europe fédérale par ce moyen-là? Et puis, Éric Revel, accroître le déficit là, des États. Ça commence à me rendre fou. Mais Éric Revel, dans une situation budgétaire telle qu'on ne pourra pas. Je le sais. Pourquoi est-on incapable de faire des économies dans ce pays, de dire on taille dans les dépenses de l'État, dans le train de vie de l'État, on taille dans les prestations sociales. Pourquoi on est infichu de faire ça? La différence entre le salaire brut et le salaire net en France, mais c'est juste dingue. Le discours sert la guerre. Je vais attendre avec beaucoup d'intérêt. Le discours c'est la guerre sert à éviter de faire des économies, de prendre des décisions impopulaires et douloureuses. Oui. Il a aussi cet usage-là. On a eu Michel Barnier, pas une économie, que de la hausse d'impôts, et François Bayrou, à peu près pareil. Beaucoup d'intérêt, comme tous les Français, l'interview demain de François Bayrou sur l'antenne de CNews et d'Europe 1. Je vais vous dire pourquoi. 8h10 demain. Parce que là, Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk. Manque pas, pardonnez-moi, où le Premier ministre manque pas d'air, ça va, la formule est correcte. Oui, il manque pas d'air, ça va, oui. Il manque pas d'air, c'est qu'il explique... Enfin, il est invité demain matin, donc calmez-vous aussi. Il explique qu'il va falloir regarder là où... il a demandé à tous les ministères de faire table rase des économies, enfin ce que font tous les premiers ministres, et il a dit non, il faudra regarder du côté des agences. Au moment où lui-même vient de faire la passation de pouvoir au plan avec Clément Beaune... Cela dit, il a raison de regarder du côté des agences. Non, mais d'accord. Il a 100% raison, Éric Revel. Mais le commissariat au plan, c'est une honte. On est d'accord. Faut tailler tout ça. Vous avez François Bayrou qui vous dit on va regarder du côté des agences qui ne servent à rien. Mais oui. Et il a fait la passation de pouvoir hier avec et lui-même n'a servi à rien pendant des années avec le haut commissariat au plan. Sérieux. C'est les mêmes qui, dès qu'il y a un problème, ils financent une nouvelle commission d'enquête. Toujours la même. Mais c'est les mêmes qui ont voté les budgets de l'armée déclinants depuis 40 ans. C'est ça le problème aussi. La seule question, Gauthier, c'est que ça fait 8 ans qu'on entend tous les jours Bruno Le Maire notamment, qui disait pas de hausse d'impôts. Alors, ceux qui nous écoutent, quand ils regardent leur poche, est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir plus ou moins d'argent? Voilà, la réponse elle est donnée. Ils vont jamais assumer. Vous savez, c'était un peu comme C8. Ils n'assument pas de fermer une chaîne. Ils vont dire ça n'a pas respecté le critère, etc. Ils vont pas vous dire on vous prend votre argent. Ils vont dire on n'augmente pas l'impôt sur le revenu. Bon, très bien, il y a un Français sur deux qui paye seulement l'impôt sur le revenu. Mais tout est caché derrière les taxes. Et c'est ça depuis le début.
Non, mais donc on attend dans un instant la prise de parole, vous le savez, à suivre en direct sur CNews d'Emmanuel Macron. On débriefera juste derrière les nouveaux mots du président de la République. Donc on va évidemment suivre ça dans un instant. Régis Le Sommier, il y a aussi une question. Parce qu'aujourd'hui, il y avait le sommet à Bruxelles. Très bien. On parle d'Europe de la défense. Il faudrait peut-être commencer par acheter européen. Parce que où achètent nos voisins en Europe? Tous. Aux États-Unis. 63%. Ils choisissent pas des Rafales. Leurs avions de guerre, ils sont américains. Les Belges, les Norvégiens, les Suisses, les Danois, tous ont acheté du matériel américain, en particulier du matériel d'aviation. Mais le problème aussi, c'est que là aussi, on va vouloir aider l'Ukraine, on va vouloir compenser ce qu'on ne peut pas faire. Hein. On le sait, on l'a déjà étudié, on ne peut pas compenser. Les Américains ont apporté à l'Ukraine depuis le début de ce conflit 70 milliards de dollars de matériel militaire. On n'a pas ces sommes-là et on n'a pas ces matériaux. Et les matériaux qu'on peut éventuellement céder à l'Ukraine sont bien souvent du matériel américain. Et les Américains peuvent très bien nous interdire d'aider l'Ukraine ou d'envoyer des avions, des F-16, etc. Donald Trump peut très bien dire, voilà. Vous achetez américain, mais si vous n'avez pas le feu vert des États-Unis, vous avez des avions, vous avez des armes, mais vous ne pouvez pas vous en servir. Il ne fera pas ça pire, parce qu'il voudra qu'on continue à lui acheter ce qu'on va faire. Oui, parce que c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il entend bien. Mais je vous donne un seul exemple. Hier, à 14h, en Ukraine, le renseignement américain a cessé de coopérer avec les Ukrainiens. Alors, dit sur le papier comme ça, oui, c'est brutal, etc. Mais quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que les missiles Attack-MS, les missiles HIMARS, ne sont plus reliés aux satellites américains, donc ne peuvent plus être utilisés. Starlink fonctionne toujours. Hein. Starlink fonctionne toujours, mais je parle des missiles, de l'intelligence, en fait, des renseignements, des datas qui sont utilisés pour pouvoir utiliser ces missiles. Donc ça, c'est terminé. Mais par rapport à ce que je vous disais sur les alliés, les Anglais ont interdiction de la part des Américains de communiquer des informations que les Américains leur donnent aux Ukrainiens. C'est ça la conséquence. C'est pas simplement les Américains arrêtent de donner du renseignement, mais les Anglais, les Britanniques ne peuvent plus donner le renseignement américain aux Ukrainiens. Et on sait que les Britanniques sont les plus en pointe actuellement pour aider les Ukrainiens sur le terrain. Alexandre Devecchio. Non, mais sur la question du déficit, certes, c'est une vraie question, mais en fait, ce réarmement pourrait profiter à la France, puisqu'on est plutôt en avance sur nos voisins européens. Et en réalité, ça pourrait nous rapporter de l'argent, plus que nous en coûter, s'il y avait par exemple un système de préférence communautaire. On pourrait imaginer que l'Europe dise maintenant ça suffit, on achète européen, puisqu'on ne peut pas compter sur les États-Unis. Là, ce serait utile, et on ne sait jamais, peut-être que le président de la République va parler de ça, mais j'y crois pas beaucoup, bizarrement. Est-ce que vous pensez ce soir, Éric Tegner, qu'il va être une nouvelle fois très fort dans le vocabulaire utilisé avec la Russie, en parlant comme d'une menace? Alors on voit que, en disant même, sous-entendant que la Russie ne s'arrêterait pas au Donbass et à la Crimée, donc il y a une volonté expansionniste chez Vladimir Poutine absolument colossale. Est-ce qu'il va continuer dans cette voie? Et au fond, ce que cherchent les Européens, c'est quoi? C'est parce qu'on sent bien que, ça y est, la paix est en bonne passe. Ce qu'ils cherchent, c'est un engagement des États-Unis à intervenir d'une manière ou d'une autre si Vladimir Poutine va plus loin que cette nouvelle frontière qui pourrait être dessinée. Oui, ce qu'on appelle les backstops. C'est-à-dire que là, il est quand même obligé de d'édulcorer un petit peu son discours par rapport à hier soir. Parce qu'il va parler un petit peu au nom des Européens. On se rappelle la dernière fois qu'il avait reçu des dirigeants européens à l'Élysée et que dans la foulée, il avait expliqué que peut-être il faudrait envoyer des hommes. Ils se sont tous sentis piégés et il s'est retrouvé ridiculisé. Donc il ne peut pas se retrouver dans la même situation. Il va aller trop loin par rapport à des dirigeants. Donc il va quand même être obligé de mesurer ce propos. Après, évidemment, il va faire comme Ursula von der Leyen et il va en faire des tonnes sur l'argent qu'ils sont en train d'investir. Moi, ce que je veux noter quand même, c'est qu'on a pour l'instant des industries de défense français qui sont en train d'être achetées par des Américains. Voilà, depuis quelques jours, on a une société qui s'appelle LMB Aerospace qui est rachetée en ce moment justement par Loar Group, qui est un groupe américain. Alors on voit un petit peu ces derniers jours le ministre de la Défense qui dit peut-être qu'on mettra le veto, etc. Ben non, il faut bloquer. Commençons, au lieu d'investir des milliards, commençons par bloquer ce type de choses. Moi, je veux dire, j'ai parlé à des industriels de la défense justement hier qui me disaient cette société tellement survalorisée qu'on pense que c'est la CIA derrière qui pousse pour la racheter. C'est ça le sujet en fait. On devrait se mobiliser sur des trucs concrets et pas essayer de nous vendre des milliards dans tous les sens où on ne sait pas exactement où ça va se positionner.
Éric Revel, est-ce qu'il n'y a pas, tout à l'heure, Judith parlait de contretemps. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas à contretemps en ce qui concerne la paix? C'est-à-dire qu'on a un Trump qui parle de paix, on a Volodymyr Zelensky, après la pression maximale qui s'est pris dans le bureau ovale, évidemment, certains disent le pistolet sur la tempe, hein, c'est la méthode Trump, hein, elle fait pareil avec les Colombiens pour reprendre leurs ressortissants, parle dorénavant de paix. Vladimir Poutine, j'en parle pas parce qu'à mon avis, on ne peut pas lui faire confiance, mais hier, est-ce qu'Emmanuel Macron n'était pas à contretemps des États-Unis et de l'Ukraine? Ça paraît évident, ça a été dit au moment où Trump reçoit la fameuse lettre de Zelensky, Emmanuel Macron nous dit qu'on est... ou le ministre des Affaires étrangères, qu'on a les chars russes à nos portes. Donc nous, on dit... Nous entendons quasiment une troisième guerre mondiale. Alors que Trump et Zelensky se préparent à la paix. Voilà. Mais je pense qu'on a été peut-être, et le président de la République aussi, il a été trop marqué peut-être par cet incident dans le bureau ovale où il s'est dit, de toute façon, Zelensky et Trump ne se parlent plus. Trump ne voudra plus parler à Zelensky. Sauf que peut-être, il n'avait pas tout à fait compris la psychologie de Trump. Trump, j'allais dire, c'est un gueulard, c'est un négociateur. Et là, on voit bien que, Judith le rappelait, Zelensky sera en Arabie Saoudite pour négocier avec les Américains la paix. Donc nous, on est en train de dire, Jupiter remonte sur le mont Olympe avec le drapeau bleu, blanc, rouge, effet drapeau, suivez le chef de guerre, suivez mon panache blanc, pendant que les autres sont en train de négocier la paix. Mais c'est pas du quoi. Il y a un hiatus là. C'est plus qu'un contre-temps. Zelensky, c'est plus qu'un contre-temps. Zelensky, il joue une partition, justement par rapport... Je rebondis sur ce que disait Eric. Zelensky, il a fait quoi? Il a... L'altercation a eu lieu à peu près à la 45e minute sur 50 minutes d'entretien. Les 45 premières minutes d'entretien ont été relativement cordiales, il n'y a pas eu de problème particulier. On a oublié que Donald Trump, voyant que Zelensky avait, on va dire, envoyé promener son négociateur qui était venu à Kiev pour justement sceller cet accord, il avait dit « l'Ukraine n'est pas à vendre ». Et Trump immédiatement l'a traité de dictateur. Ensuite, il y a eu rabibochage, renégociation, et à la fin de la semaine, avant que Zelensky arrive à Washington, Trump déclare « Monsieur Zelensky est le meilleur président que l'Ukraine n'ait jamais eu », etc., etc. Ça peut changer vite avec Trump.